Nous sommes au cœur de l'Europe, à 2 heures de vol de Paris seulement, au Kosovo. Une province de l'ex-Yougoslavie qui a proclamé son indépendance en 2008. Dans le petit village de Pasiane, nous avons rendez-vous avec une mère de famille serbe qui n'a plus de nouvelles de son mari depuis 13 ans. Il s'appelait Jovica, il avait 25 ans, il était électricien. Le 23 juillet 1999, alors qu'il rentre chez lui en voiture, son véhicule est brutalement stoppé et il est kidnappé par des hommes armés. Là, c'est Jovica. Là, c'est mon fils Stéphane, la petite Maya et moi. Là, c'est notre mariage en 1995. Lui et moi. J'aime parler de lui, je ne l'oublierai jamais jusqu'à ma mort. Mais je ressens une douleur en moi. Mon mari n'avait rien fait de mal. Qu'il disparaisse tout à coup et qu'il soit impossible de le retrouver, c'est vraiment très dur. Lorsque leur père a été kidnappé, le petit dernier avait 3 semaines, le deuxième 3 ans et l'aîné 4 ans. Vous les enfants, vous vous souvenez de votre père? Non. Oui. Tu te rappelles de quoi? Tu te rappelles d'un événement, d'une image? Je ne peux pas. C'est dur. Les enfants sont malheureux. Ils étaient très attachés à leur père. Et il n'aura pas eu le temps de jouer avec eux, d'être auprès d'eux. Son mari Jovica n'est pas le seul à avoir été enlevé juste après la guerre du Kosovo, en 1999. Comme lui, à l'époque, près de 500 hommes et femmes disparaissent en quelques mois. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Où est-il? Comment va-t-il? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Où est-il et où sont tous ces gens? Je veux savoir où il est et pourquoi il a été kidnappé. Ce qui terrorise cette mère de famille, c'est une rumeur qui court au Kosovo depuis des années. Les 500 disparus auraient été victimes d'un trafic d'organes. En 2008, le Conseil de l'Europe lance une enquête et 2 ans plus tard, coup de théâtre, le sénateur suisse Dick Marty rend un rapport qui va faire l'effet d'une bombe. Les disparus du Kosovo auraient été enlevés, puis abattus, et certains d'entre eux auraient effectivement été victimes d'un trafic illicite d'organes humains. Un trafic d'organes au cœur de l'Europe. Des accusations très graves. Nous avons décidé de mener l'enquête. Nous sommes dans un cimetière de la banlieue de Belgrade, la capitale de la Serbie. Cette femme retrouve aujourd'hui ses proches pour commémorer la disparition de 3 membres de sa famille. Eux aussi font partie des 500 disparus du Kosovo. Depuis leur enlèvement en 1998, ils n'ont plus jamais donné signe de vie. Je n'ai rien pu faire pour vous. Et je ne peux rien faire de plus pour vous. Mais jusqu'à ma mort, je ne cesserai jamais de parler du malheur qui vous est arrivé. 14 ans après leur disparition, elle ne sait toujours pas ce qu'ils sont devenus. Nous n'oublierons jamais qu'ils étaient juste des civils innocents, des Serbes, persécutés uniquement parce qu'ils étaient Serbes. Ils n'avaient jamais provoqué personne.
Le premier à avoir révélé cette affaire de disparu, c'est ce journaliste américain. Dans les années 1990, correspondant d'une radio américaine à Belgrade, la capitale de la Serbie, il couvre la guerre en ex-Yougoslavie, et notamment le Kosovo. C'est une région grande comme 2 départements français, encastrée entre la Serbie et l'Albanie. Sa population forte d'1,8 million habitants est composée de 2 communautés. L'immense majorité de la population, 90%, est albanaise, la minorité, 10%, est serbe. C'est de cette minorité serbe que sont issus la plupart des 500 disparus du Kosovo. L'histoire commence en 1998, quand un conflit éclate dans la province. Notre journaliste américain est chargé de suivre la situation. À cette époque, les Albanais prennent les armes contre la Serbie de Milošević pour obtenir leur indépendance. Ils créent une armée de libération du Kosovo, l'UÇK. Ses rangs comptent bientôt 10 000 combattants, soutenus par l'Occident. En face, les chars serbes répliquent. En mars 1999, émus par ces images de civils albanais fuyant les combats, les Occidentaux interviennent militairement pour soutenir les Albanais. Après 70 jours de bombardement, les chars serbes se retirent du Kosovo. Une force internationale composée de plus de 45 000 hommes, la KFOR, est déployée dans la province. Les Serbes qui ont soutenu Milošević sont considérés comme des ennemis par l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo. Lorsque notre journaliste américain arrive dans la province en 1999, il pense enquêter principalement sur les crimes des Serbes. En 1999, l'histoire qu'il fallait traiter, c'était les crimes commis par les Serbes contre les Albanais. C'était ça le propos. Mais ce dont je me suis aperçu sur place, c'est qu'il se passait autre chose, juste sous notre nez. Mais personne ne le traitait parce que ce n'était pas politiquement correct. Ce que Michael Montgomery découvre, ce sont les crimes des Albanais. Dans le cadre d'une politique d'épuration, l'UÇK, cette armée de libération du Kosovo que l'Occident avait soutenue, multiplie les exactions contre la minorité serbe. Des centaines de civils serbes auraient ainsi été faits prisonniers par l'UÇK et emmenés de l'autre côté de la frontière, en Albanie. Un État qui lui servait secrètement de base arrière pendant toute la guerre. C'est devenu étrange lorsque nous avons commencé à entendre des histoires de civils qui étaient kidnappés mais pas tués et qui étaient emmenés de l'autre côté de la frontière en Albanie. Ils étaient manifestement emprisonnés dans des centres de détention secrets, mais bizarrement, il n'y avait pas de demande de rançon ni d'échange de prisonniers. En enquêtant, Michael Montgomery recueille 8 témoignages d'anciens soldats de l'UÇK qui confirment ces étranges transferts de prisonniers civils vers l'Albanie. Le journaliste accepte de nous faire écouter le témoignage d'un de ces soldats. Il raconte avoir convoyé 3 prisonniers du Kosovo vers l'Albanie. L'opération aurait eu lieu en septembre 1999. On est parti avec une camionnette. Il y avait une voiture derrière nous qui nous escortait. Je conduisais et un autre homme était assis à côté de moi. À l'arrière, il y avait 2 gardes avec les prisonniers. Ils avaient entre 27 et 35 ans. Ils avaient les mains ligotées derrière le dos et ils étaient aussi attachés à la camionnette. On nous avait dit de ne pas les frapper, de bien les traiter. C'était la première fois que j'entendais ça et j'étais surpris parce que d'habitude, les prisonniers étaient toujours battus et souvent leurs bras ou leurs jambes étaient cassés. Cet ancien soldat de l'UÇK affirme avoir convoyé les prisonniers dans une sorte de ferme, située près de Burel, en Albanie centrale. Nous sommes arrivés à Burel, dans la ferme, et nous avons livré les prisonniers. Là-bas, il y avait d'autres captifs, dont les femmes. Ils étaient tous à l'intérieur de la maison. Il y en avait 5, 6, 7 ou 10.
Je pouvais entendre leur voix. Ils parlaient tous serbe. Une pratique très inhabituelle. Pourquoi enlever des civils après un conflit et les détenir à l'étranger pendant des mois? Nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi ils enlevaient et emmenaient des gens en vie à des centaines de kilomètres. Pourquoi faire cela, à moins d'avoir l'intention de se faire de l'argent avec eux? C'est la seule chose qui nous est venue à l'esprit. En 2003, suite aux témoignages qu'il a recueillis, Michael Montgomery acquiert la conviction que l'UCK utilisait la ferme évoquée par ses témoins comme un camp de détention secret. Il parvient à la localiser près de la ville de Burel, dans le centre de l'Albanie. Un de ses contacts réussit même à la prendre en photo. C'est cette grande ferme jaune, perdue dans la campagne. D'autres témoins laissent alors entendre aux journalistes américains qu'elle servait probablement de plaque tournante pour un trafic d'organes. Impressionné par ces témoignages, le journaliste américain décide de transmettre toutes ces informations au Bureau des Nations Unies au Kosovo. En février 2004, les Nations Unies envoient sur place une équipe d'experts internationaux. Ils filment leur mission. À Burel, ils retrouvent la fameuse ferme évoquée par les témoins. Le journaliste américain les accompagne. La bâtisse a été partiellement repeinte en blanc. Dans l'équipe de l'ONU, un médecin légiste, Pablo Barrebar. Aux abords de la ferme, il va faire une première découverte troublante. Le sol est jonché de matériel médical. De la cinarizine et du tranxène, autant de sédatifs contre le stress, donnés en général avant une opération. L'expert de l'ONU découvre aussi les restes d'une blouse chirurgicale, une seringue et même une perfusion intraveineuse. Intrigué, il interroge les Albanais propriétaires de la ferme. J'ai senti que les choses prenaient une drôle de tournure. Lorsque nous avons demandé à la famille ce que tout ça faisait chez eux, ils ont dit « Oh, vous savez, parfois, il y a un docteur qui vient et qui nous donne des médicaments. » Les réponses étaient très très floues. J'ai demandé « Mais vous savez poser une intraveineuse ?»« Oh, je sais pas. » Toutes leurs réponses étaient très très floues. Le médecin légiste n'est pas convaincu par les explications des propriétaires albanais. À l'intérieur de la ferme, il va faire une autre découverte. Nous avons enlevé les meubles, nous avons enlevé les tapis et nous avons décidé de faire un test de luminol sur le sol. Le luminol est une solution qui révèle les traces de sang. Donc, s'il y a bien eu du sang à cet endroit, vous obtenez un éclat lumineux. Le luminol met rapidement en évidence la présence de sang dans 2 zones de la pièce, et notamment devant la cheminée. L'expert va être intrigué par un détail. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Regardez là. Qu'est-ce que c'est? Ici, vous avez comme un rectangle. Là, vous avez les taches de sang qui font un angle. Ça veut dire qu'il y avait un objet de forme rectangulaire, comme une table par exemple, qui couvrait cette zone. Et donc autour de cette zone, vous avez des taches de sang. Mais est-ce que c'est normal de trouver du sang dans un salon? La vraie question est la suivante. Si vous alliez dans n'importe quelle maison en Albanie et que vous faisiez ce même test, est-ce que vous obtiendriez les mêmes résultats? C'est ça la vraie question. Et je répondrai non. De plus en plus intrigué, l'expert réinterroge le propriétaire albanais. Dans un premier temps, il lui explique que sa belle-fille a accouché par 2 fois dans le salon. Mais pourquoi accoucher dans le salon d'une grande maison qui comportait 5 chambres? L'expert est d'autant plus dubitatif qu'il a découvert également des traces de sang sur les murs du salon. Bizarre pour un accouchement. Il réinterroge alors les propriétaires. Et là, ils m'ont donné une nouvelle version. Cette fois, ils ont dit
En fait, c'est ici que nous égorgeons les animaux en hiver. C'est pour ça qu'il y a des traces de sang partout. Mais les deux explications sonnaient franchement fous. En plus, leurs deux versions étaient différentes. 7 ans après cet épisode, nous partons à notre tour pour Burelle. À l'écart de la ville, nous retrouvons la ferme qui aurait servi de camp de détention pour les prisonniers serbes. Elle a été rénovée. Les murs ont été entièrement repeints en blanc. Mais aucun doute, c'est bien cette bâtisse qui avait été perquisitionnée en 2004 par les experts de l'ONU. Depuis que l'affaire a été médiatisée, ses propriétaires rechignent à parler aux journalistes. Mais après quelques jours de négociations, ils acceptent de nous recevoir. Bienvenue chez nous. Ce vieil homme, c'est Abdul Katussi, le propriétaire. En 2004, il était déjà là quand les experts de l'ONU avaient perquisitionné sa maison. Il accepte de nous faire entrer. C'est dans cette pièce qu'en 2004, les enquêteurs avaient trouvé du sang sur le sol et sur les murs. Nous les réinterrogeons sur ces étranges traces de sang. Il y a des années, ma femme a accouché de 2 enfants ici. Vous savez, c'était à cause des conditions de vie. Il n'y a pas d'hôpital à proximité et la route pour y aller était très mauvaise. C'est votre femme là qui a accouché ici? Oui, c'est elle. J'ai accouché de ma fille et de mon fils ici. Mais c'est aussi la pièce où on découpe la viande. C'est pour ça qu'ils ont trouvé des traces de sang. Regardez, c'est juste là que j'ai accouché. Sceptiques, nous les interrogeons alors sur la blouse chirurgicale, la seringue et la perfusion intraveineuse retrouvée devant leur maison. La maman prétend que son fils était malade. Qu'est-ce qu'il avait, votre fils, comme maladie? Des rhumatismes. Il avait quel âge, vous savez? Il avait tout le temps de la température. C'était des rhumatismes. Jusqu'à l'âge de 10 ans. Pourtant, la cynarizine, le tranxène, la blouse chirurgicale n'ont rien à voir avec les rhumatismes. Ils font plutôt penser à des opérations chirurgicales. Des médicaments, du sang sur le sol et sur les murs, des témoignages concordants. En 2008, le Conseil de l'Europe décide de relancer l'enquête. 2 ans plus tard, le sénateur suisse Dick Marty, déjà célèbre pour avoir révélé en 2007 l'affaire des prisons secrètes de la CIA, rend son rapport. Il est accablant. Plusieurs dizaines de nouveaux témoins lui ont confirmé qu'un trafic d'organes avait bien été organisé en 1999 au Kosovo. Oui, nous avons trouvé des témoins. Oui, il s'agit de témoins crédibles. Oui, ils nous ont permis d'être précis. Les victimes étaient des Serbes, les victimes étaient des Kosovars albanais, considérés comme des traîtres ou des membres de groupes rivaux. Pour nous, ce sont avant tout et seulement des êtres humains. Des membres de l'UCK auraient organisé des prélèvements d'organes comme des reins sur des civils pour les exporter vers l'étranger. Prix d'un rein sur le marché illégal, plus de 50 000 €. Le rapport de Dick Marty dresse la carte précise de ce trafic. Des civils auraient été kidnappés au Kosovo, puis emmenés de force en Albanie. Près de l'aéroport de Tirana, leurs organes auraient été prélevés et seraient partis ensuite par avion à l'étranger. Première étape de cette terrible route des organes, des camps de détention secrets dans le nord de l'Albanie. Parmi eux, Tsahan et Koukes. L'UCK, elle, a longtemps nié avoir eu des camps en Albanie. Pour en avoir le cœur net, nous décidons de nous rendre sur place. Première étape, Koukes. Nous retrouvons l'usine désaffectée qui aurait servi de camp de détention. Nous voulons entrer à l'intérieur du bâtiment,
Mais le propriétaire des lieux nous signifie clairement que nous ne sommes pas les bienvenus. Mais on comprend pas trop ce que vous dites. Arrêtez là. Stop. Arrêtez la caméra. Non. Hey, Plus de 10 ans après la fermeture de ce camp, le sujet est visiblement toujours aussi sensible. À Tsahan, le deuxième lieu qui aurait abrité un camp secret de l'UCK, nous allons avoir plus de chance. Un ancien combattant de l'UCK confirme qu'il y avait bien un camp militaire secret aux abords de la bourgade. Il va accepter de nous le faire visiter. Donc là, tout cet endroit ici dans lequel nous sommes, c'était une base de l'UCK. Oui, c'est ça. L'UCK était basé ici. Et là, il y avait combien de soldats de l'UCK ici? Dans ce bâtiment, il y en avait 200 ou 300. Je vais vous montrer. Ici, il y avait plein de matelas par terre, les uns à côté des autres. C'est là que les soldats dormaient. Dans une autre pièce, des vestiges de la guerre. Des caisses d'armes qui contenaient des mortiers et des mines. Là-dedans, il y avait des roquettes. On les utilisait pour aller au combat. Voilà un gilet par éclat. Moi et mes amis, on en portait tous pour aller sur la ligne de front. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, beaucoup de bons souvenirs. Lesquels? Des bons souvenirs parce qu'on avait une cause. Cette guerre, tout le monde le sait aujourd'hui, c'était une guerre vraiment juste. L'ancien combattant de l'UCK reconnaît que c'était un camp militaire, mais il conteste qu'il ait servi de centre de détention comme l'affirme Dick Marty dans son rapport sur le trafic d'organes. Si je voyais Dick Marty, j'aurais deux mots à lui dire. D'où il sort tous ces témoignages? Il n'y a rien de vrai là-dedans. Nous, on est restés ici pendant 2 ou 3 ans. Et il n'y a jamais eu de prisonniers et personne n'a été torturé. Aucun prisonnier? Pas sûr. Au cours de notre enquête, nous avons retrouvé un civil qui avait bien été emprisonné dans ce camp de Tsahan. Bonjour. Bonjour. Il ne souhaite pas que nous donnions son nom, mais malgré les risques, il tient à témoigner à visage découvert. Aujourd'hui, encore 13 ans après les faits, l'homme craint toujours les représailles de l'UCK. C'est un 9 mm tchécoslovaque. Ça, vous savez vous en servir? Bien sûr. J'ai fait la guerre en Croatie. Cette arme, il ne la quitte jamais. Dès que je vais à plus de 100 mètres de chez moi, je la prends. L'homme affirme avoir été détenu dans le camp de Tsahan pendant 3 mois. Et il n'était pas le seul prisonnier. Vous diriez qu'il y avait combien de prisonniers en même temps que vous? Il y avait jusqu'à 17 personnes avec moi, dans une petite pièce de 2 mètres sur 3. On ne pouvait même pas s'allonger, ni s'asseoir. On était tous les uns sur les autres, collés les uns aux autres. Comment est-ce que vous étiez traité quand vous étiez incarcéré, enfin emprisonné à Tsahan? Ils nous frappaient tout le temps, avec des bâtons, à coups de pied, à coups de poing. Vous voyez ma tête? Elle était pleine de sang. À l'époque, j'avais plus de cheveux. Ils étaient collés par le sang. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à en ressortir vivant. Regardez ici, j'avais l'os brisé. Vous voyez cette cicatrice ici? Et celle-là aussi.
Lorsque nous lui demandons si certains prisonniers auraient pu être exécutés par l'UCK pour alimenter un trafic d'organes, il n'exclut pas l'hypothèse. Il est possible qu'ils aient tué des prisonniers et qu'ils les aient emmenés autre part pour prélever leurs organes. Je pense que s'ils ont eu l'occasion de le faire, ils l'ont fait, parce qu'ils étaient capables de tout. Ils étaient vraiment capables de tout. Selon le rapport de Dick Marty, certains prisonniers auraient effectivement été extraits de ces camps et transférés plus au sud, dans la fameuse ferme de Burrell. Celle devant laquelle le médecin légiste de l'ONU avait retrouvé des seringues et des poches de transfusion. Toujours selon ce rapport, les prisonniers auraient alors été examinés par du personnel médical. Selon certaines sources, ils étaient soumis à des formes de traitement ou de tri, et notamment à des tests sanguins ou à des examens de santé. Le rapport Marty révèle aussi que certains de ces prisonniers auraient ensuite été transférés à proximité de l'aéroport international de Tirana, plus précisément à Fushkruye. Un scénario qu'un soldat de l'UCK avait déjà dévoilé au journaliste américain Michael Montgomery. Nous sommes allés récupérer 4 prisonniers dans la ferme de Burrell. Et avec 2 de nos hommes, ceux qui nous escortaient, nous avons pris la route pour la maison de Fushkruye. C'était à 3 heures de route. Cette maison, nous l'avons retrouvée. La voici. Quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de gardes devant la maison. La majorité d'entre eux, pas tous, portaient des uniformes de l'UCK. Un homme s'est approché de nous, un certain docteur Jamil, un Albanais. Il a examiné les prisonniers et leur a demandé s'ils avaient été battus ou maltraités. Et ils les ont emmenés dans la maison. À un moment, j'ai voulu entrer à l'intérieur pour boire de l'eau ou un café. Et sur le pas de la porte, il y avait une odeur très forte. Ça sentait les médicaments, comme des odeurs d'hôpitaux. Toujours selon le rapport Marty, c'est à proximité de cette maison de Fushkruye que des prisonniers auraient été exécutés d'une balle dans la tête. Lorsqu'il était confirmé que les chirurgiens chargés de la transplantation étaient en place et prêts à opérer, les prisonniers auraient été menés un à un hors de la maison, sommairement exécutés par balle par un agent de l'UCK et leur corps rapidement transportés à la clinique où aurait eu lieu l'opération. 13 ans après les faits, il n'existe plus de traces de cette clinique clandestine de l'UCK à Fushkruye. Mais nous avons retrouvé un chirurgien albanais qui confirme qu'elle a bien existé. Il a bien voulu témoigner, mais à visage masqué. Pendant la guerre en poste à l'hôpital de Tirana, il avait appris par hasard l'existence de cette clinique de l'UCK. Je l'ai su par 2 infirmières qui travaillaient pour l'UCK. Dans nos hôpitaux, il y avait pénurie de matériel. Alors nous avons demandé aux infirmières de nous aider et elles nous ont ramené ce dont nous avions besoin. Elles nous ont dit, on peut ramener tout ça de notre clinique. Elles appelaient ça une infirmerie. Notre infirmerie qui est à Fushkruye. Et elles nous ramenaient tout le matériel, que des produits occidentaux, de très bonne qualité. Un témoignage qui confirme qu'une clinique clandestine de l'UCK existait bien à Fushkruye en 1999. Le rapport de Dick Marty souligne que cette clinique avait tous les atouts pour séduire une clientèle internationale. La clinique était facile d'accès pour recevoir des visiteurs internationaux et pour procéder à l'expédition des organes. Un scénario crédible. Depuis l'aéroport de Tirana, les organes des prisonniers de l'UCK auraient parfaitement pu être exportés vers l'étranger pour être transplantés dans les 24 heures. Tout au long du rapport Marty, l'UCK, cette armée de libération du Kosovo soutenue par l'Occident, est présentée comme responsable du trafic d'organes. Une accusation d'autant plus dérangeante que l'ancien chef de l'UCK, Hashim Thaçi,
est devenu entre-temps le Premier ministre du Kosovo. Quand le rapport Marti a accusé son armée de trafic d'organes en 2010, il a réagi très violemment en direct à la télévision albanaise. Pour parler du rapport de Dick Marty et de toutes les questions qu'il soulève, nous sommes en direct avec le Premier ministre du Kosovo. Bonsoir, Monsieur Taci. C'est une histoire créée de toutes pièces, digne de la propagande nazie. Ce sont des méthodes à la Goebbels. Mais un an plus tard, quand nous l'interrogeons pour la télévision française, Hachim Taci fait profil bas. Il affirme faire confiance à la justice. Pour nous, c'est un rapport uniquement politique. Pour régler cette affaire une fois pour toutes, nous avons demandé à ce que la justice fasse son travail. Nous n'avons rien à cacher et nous soutenons totalement la justice. Nous avons réclamé qu'une équipe d'enquêteurs européens soit nommée. Elle aura mon entière coopération ainsi que celle de tout mon gouvernement. C'est dans l'intérêt du Kosovo et du peuple kosovar pour qu'enfin nous puissions nous débarrasser de ce poids sur nos épaules, un poids injuste. Dans cette affaire, on veut nous déstabiliser politiquement. D'après Hachim Taci, il semble donc inimaginable qu'un trafic d'organes ait pu exister au Kosovo en 1999. Pourtant, en 2008, un nouveau scandale éclate, toujours à propos d'un trafic d'organes. Au cœur même de la capitale, Pristina, cette clinique se révèle être la plaque tournante d'un vaste trafic de reins. Ici, au moins 30 personnes, des Moldaves ou des Kazakhs déshérités, sont venus vendre un de leurs reins. De riches étrangers canadiens et israéliens, payés de 50 à 90 000 euros pour recevoir un organe sain. Cette fois, la justice s'en est mêlée. En quelques semaines, 5 médecins sont mis en examen. Parmi eux, Youssouf Sönmez, dont le nom apparaît encore sur ces cartons entreposés dans la clinique, aujourd'hui fermée pour cause de procès. Chirurgien turc, il est surnommé le docteur Vautour. Dans sa carrière, il aurait effectué plus de 2000 transplantations. Recherché par Interpol, il s'est réfugié en Turquie, un pays qui n'extrade pas ses ressortissants. Mais ce que l'affaire Medicus va mettre en lumière, c'est que de hauts responsables du gouvernement kosovar pourraient être mis en cause. Un nom apparaît, celui de Shaikh Mouya, ancien responsable de la santé de l'UCK. C'est un proche du Premier ministre Hachim Taci. Soupçonné d'avoir facilité l'obtention d'une autorisation à cette clinique douteuse, il se dit innocent. Mais son nom ne nous est pas inconnu. Lors de notre enquête sur l'affaire de 1999, il avait déjà été cité par un de nos témoins, et pas n'importe lequel. Le chirurgien qui nous avait confirmé l'existence de la clinique UCK de Fushkrüye. Selon lui, Shaikh Mouya aurait même été le patron de cette clinique, accusé par Dick Marty d'être la plaque tournante d'un trafic d'organes. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on vous répondait lorsque vous demandiez qui travaillait à Fushkrüye? Vous voulez dire le docteur Shaikh Mouya? Troublé par ce témoignage, nous contactons Shaikh Mouya. Il refuse une interview face caméra, mais accepte de nous parler au téléphone. Mr. Shaikh Mouya? Hi, this is Vanina Kamban. Bonjour, c'est Vanina Kamban. Vous vous rappelez? Vous êtes accusé dans le rapport de Dick Marty d'avoir été un des organisateurs du trafic d'organes des années 99-2000. Jamais de ma vie je n'ai été mêlé à ça. Il nie avoir organisé le trafic d'organes, mais il admet cependant avoir déjà croisé le docteur Vautour. Est-ce que c'est vrai que vous connaissiez Youssouf Sönmez, le chirurgien turc? Je le connaissais de manière superficielle. Je l'ai juste rencontré à une occasion, rien de plus. Pour l'instant, Shaikh Mouya n'a pas été mis en examen et se dit innocent. Reste une question. Comment un trafic d'organes aurait-il pu prospérer au Kosovo en 1999, alors qu'à l'époque, l'Occident avait déployé plus de 45 000 hommes dans la région pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité des habitants?
Nous avons posé la question à un ancien responsable français de cette force internationale, le colonel Méchain. En poste au Kosovo à l'époque, il reconnaît sans ambages que la force internationale était en réalité incapable d'assurer la sécurité de la population. Il n'y avait plus d'État, c'était la déliquescence la plus totale. Donc la porte ouverte à toutes les dérives, à tous les comportements, plus de justice, plus de loi, plus de maintien de l'ordre public, une sécurité assurée par les forces militaires qui sont tout à fait inadaptées pour assurer la sécurisation d'un territoire au sens où on l'entend. Au Kosovo, le colonel Méchain s'occupait notamment de la justice. Mais ses moyens d'action étaient très limités. Moi, quand les militaires me remettaient une personne, je le prenais, je le traitais, j'entendais la personne, mais derrière, je l'incarcérais. Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? J'avais rien à en faire, parce qu'il n'y avait pas d'appareil judiciaire, il n'y avait pas de sanction possible, il n'y avait rien. Et ceux qui commettaient ces exactions, ceux qui kidnappaient, ceux qui ont pu tuer, etc., ils savaient que c'était le chaos total? Ah ben, je ne vois pas comment ils n'auraient pas pu s'en rendre compte. Ceux qui étaient arrêtés, ils voyaient bien qu'on les incarcérait. Quand ils avaient laissé passer 8 jours au mitard, il fallait qu'ils sortent. Hein, donc il fallait trouver des solutions. Hein. Donc il y a forcément un moment où ils se rendaient bien compte que l'impunité allait prévaloir. À l'époque, l'homme qui dirigeait le Kosovo, c'était le Français Bernard Kouchner. Il était le haut représentant des Nations Unies. Il admet qu'il ne contrôlait pas le terrain. Qui était maître du territoire au Kosovo? En gros, c'était Lučeka. En gros, Lučeka, parce qu'il y avait des combattants. Ils avaient des réseaux qui s'étaient installés pendant la guerre, et avant même, et militairement, ils étaient armés. C'est dans ce contexte que les enlèvements se sont produits. Moi, mon sentiment, c'est que dans cet endroit, tout est possible. Et tout l'a été. Pendant les presque 2 ans où j'étais là-bas, pas tout seul, il y avait du monde, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour éviter les enlèvements, pour éviter les tortures, pour essayer de libérer les gens, etc. C'est pas parfait, certainement pas. Encore une fois, la police, c'est ce qui a marché le moins bien. Parce que vous mettez des policiers internationaux, peut-être plein de bonne volonté, à peine équipés, ils ne parlent pas la langue, il faut des interprètes. Les interprètes, évidemment, ils sont d'accord avec les uns et les autres, sinon ils sont assassinés. C'est très difficile, très difficile. Bernard Kouchner affirme qu'il n'avait pas connaissance d'une affaire de trafic d'organes lorsqu'il était sur place. À mon époque, et je pense encore après pas mal, on n'a jamais entendu parler de cette histoire. On a entendu parler d'assassinat, d'enlèvement. Nous essayons de faire ce que nous pouvions à ce moment-là. Suite au rapport Marty, la Commission européenne a décidé de lancer une enquête judiciaire au Kosovo. Elle a été confiée à l'Eulex, un groupe d'enquêteurs internationaux installé à Pristina. Fort d'une vingtaine d'investigateurs, il est chargé d'enquêter sur les crimes de guerre et sur les personnes disparues après le conflit du Kosovo. Mais pour son responsable, le principal problème, c'est de trouver des témoins, car ils ont peur des représailles. Quand il s'agit de témoigner contre des suspects albanais du Kosovo, la majorité des gens ont peur et n'osent pas témoigner. Ils ont peur d'être arrêtés, d'être maltraités, que leur maison soit brûlée ou même d'être tués. Pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé dans le passé. C'est très commun au Kosovo. Il est d'autant plus dangereux de témoigner sur les crimes de l'UÇK que son ancien dirigeant Hashim Thaçi est désormais au pouvoir. Quand le rapport Marty sur l'existence d'un trafic d'organes a été rendu public en 2010, il s'était montré menaçant à la télévision. En plus du rapport, il y a une annexe à laquelle le public n'a pas accès. Et que contient cette annexe? Elle contient entre autres les noms de ceux qui ont parlé avec Dick Marty. Je vais les rendre publics personnellement. Est-ce que ce sont des menaces? Non, ce ne sont pas des menaces, mais j'estime que tout doit être transparent. Ce jour-là, Hashim Thaçi bluffait, car le rapport de Dick Marty n'a jamais inclus d'annexe révélant les noms des témoins. Leur identité est en réalité protégée. Alors, tentative d'intimidation pour empêcher les témoins du trafic d'organes de parler? Nous avons posé la question au Premier ministre du Kosovo.
Vous avez dit ensuite que vous alliez rendre publics les noms de ceux qui avaient collaboré avec Dick Marty ou ses investigateurs, ses enquêteurs. Est-ce que c'est pas quelque part des menaces? Ça a peut-être été mal interprété. Nous n'avons rien à cacher. Alors nous serons très ouverts, très transparents et très solidaires. Je tiens à souligner que nous avons tous besoin de faire confiance à la justice. Une équipe d'enquêteurs a été constituée et nous devons tous les encourager et soutenir la justice. Vous n'avez pas du tout répondu à ma question. Ma question, c'est est-ce que lorsque vous dites publiquement que vous allez donner le nom des gens qui ont collaboré avec les investigateurs... Le rapport de Dick Marty est public. Je parle du rapport Marty. Vous ne répondez pas à ma question. Je vous ai répondu directement, parce que tout le monde sait que le rapport Marty est accessible. Tout le monde peut le consulter sur Internet. Oui, mais les noms des personnes qui ont collaboré avec lui ne sont pas publics. C'est le problème de Marty, pas le mien. Moi, je soutiens la justice. Le chef des enquêteurs européens, lui, estime que les témoins kosovars, dont ceux susceptibles d'évoquer le trafic d'organes, ne seraient en sécurité qu'à l'étranger. Pourquoi quelqu'un parlerait s'il n'est pas certain d'obtenir une protection? C'est une bonne question. Nous y pensons. Certains témoignent quand même parce que leur sens de la justice est très fort. Mais bien sûr, les témoins clés, eux, ne parlent pas, sachant qu'ils ne seront pas protégés. Il est impossible de protéger quiconque au Kosovo. Les témoins devraient donc tous être exfiltrés. Mais jusqu'à aujourd'hui, les États membres ne souhaitent pas accueillir quelqu'un du Kosovo dans leur programme de protection des témoins. C'est le principal problème que nous avons concernant la protection des témoins. Nous avons confronté Bernard Kouchner, qui était ministre des Affaires étrangères de 2007 à 2010, à ce témoignage inquiétant. Le Lex dit on a un problème de protection des témoins, et c'est parce que les États, dont la France fait partie, ne veulent pas accueillir de témoins parce que ça coûte trop cher. Donc personne ne veut témoigner. Mais c'est pas complètement faux. Ça met du temps, et puis il y a plein de gens qui disent qu'ils risquent leur vie et qui demandent l'asile. Et dans les conditions actuelles, c'est pas facile d'avoir un asile politique, et c'est même très difficile. Est-ce qu'on peut croire à une enquête de l'Eulex, puisqu'il n'y a pas de protection? Comment vont-ils trouver les témoins? Oh, écoutez, tu nous fais... Non, mais c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Bah, moi, je suis pas chargé de protéger les témoins, et Eulex est chargé de faire l'enquête. Résultat de cette inertie européenne, aujourd'hui au Kosovo, très peu d'anciens membres de l'UCK acceptent de témoigner des crimes de leur mouvement. L'un des rares à avoir osé, c'est Nazim Blatza. Depuis 2009, il accuse les plus hautes autorités kosovares d'avoir commandité des assassinats après la guerre. Alors quand il doit témoigner devant le tribunal, regardez les moyens que l'Europe doit mettre en place pour le protéger. Des blindés, une vingtaine d'hommes armés, et notamment une équipe de forces spéciales cagoulées, armes au poing. À chaque fois, c'est le même rituel. Impossible même d'apercevoir le témoin protégé par un casque et couvert d'une protection par balle. Nazim Blatza accepte de nous accorder une interview à l'insu des hommes chargés de le protéger. L'homme a reconnu son implication dans l'assassinat de 17 rivaux politiques de l'UCK. Il aurait commis ces crimes après la guerre du Kosovo, pour le compte du ministère kosovar de la Défense. Il accepte de revenir sur une de ces exécutions. Racontez-moi comment ça s'est passé, comment vous avez fait pour tuer cet homme. Nous avons sonné à la porte. L'homme est sorti, il portait une chemise blanche. Et j'ai tiré, ici, là. Je lui ai tiré dessus. C'est dans cette zone que les balles l'ont atteint.
J'ai tiré de ce côté. J'ai tiré 7 à 8 balles et puis nous sommes partis. C'était fini. Après, nous sommes allés manger dans un restaurant. On est resté là à boire pendant 3 ou 4 heures. On était fiers de l'assassinat qu'on venait de commettre. Pour Nazim Blatza, ces assassinats étaient des actes patriotiques. Tuer quelqu'un comme vous l'avez fait de sang-froid, c'est quand même pas anodin. Vous savez, nous étions en 1999. C'était une période de patriotisme. L'amour pour la patrie était immense. J'étais heureux, j'étais très heureux à l'époque. Mais le problème, c'est que je croyais liquider des collaborateurs et en réalité, j'ai compris que l'UCK nous utilisait pour liquider leurs opposants politiques. Et ça a été le point de rupture. Sur le trafic d'organes, il ne sait rien. Seule l'enquête internationale des inspecteurs de l'Eulex démontrera peut-être un jour qu'en 1999, après la guerre du Kosovo, nos alliés de l'UCK ont organisé un véritable trafic d'organes. Un trafic qui expliquerait que le corps de Jovica, le jeune électricien serbe de 25 ans qui avait laissé une femme et 3 enfants, mais aussi les corps des autres disparus du Kosovo, n'aient jamais été retrouvés. Mais cette enquête s'annonce difficile. D'abord parce que la plupart des éléments de preuve, comme le matériel médical retrouvé devant la ferme de Burel, ou les prélèvements effectués sur place, ont été détruits, officiellement par erreur. Ensuite parce que les rares témoins sont menacés de mort. Enfin parce qu'Hachim Tachi, l'ancien patron de l'UCK, est aujourd'hui difficile à mettre en cause. 13 ans après la guerre, l'Occident le juge incontournable pour maintenir la stabilité du Kosovo.